Moi, je voudrais remercier Alexandre Melnik d'être parmi nous aujourd'hui. Alexandre Melnik est professeur à l'ICN Business School. Nous savons qu'il est passionné de géopolitique, oui, passionné de géopolitique. C'est aussi ma profession. Donc, il a été ancien diplomate à Moscou et à Paris notamment. Qu'il a une grande expérience et une grande réflexion sur l'évolution du monde, le monde slave, mais le monde en général, et que son expérience, elle est très appréciée dans les médias, puisqu'on voit Alexandre, effectivement, assez souvent, actuellement, du fait de la situation géopolitique, du conflit ukrainien, dans les médias. Donc, nous sommes très heureux d'avoir avec nous Alexandre Melnik. Alexandre Melnik a accepté d'être membre du nouveau conseil scientifique de l'Union européenne des fédéralistes. Alors, deux mots sur ce conseil scientifique. En fait, c'est pour nous aider à réfléchir sur l'avenir de l'Europe, sur ce que devrait être l'Europe dans le monde actuel, réfléchir, diffuser ce que nous espérons être les bonnes idées. Et puis, vous avez autour de l'écran, vous avez trois personnes. Vous avez Olivia, Jérémy et moi-même qui sont les animateurs. Nous sommes les animateurs de ce conseil scientifique. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus pour l'introduction. Je ne pense pas avoir fait des fautes en ce qui concerne le très beau background d'Alexandre. Oui. Oui, mais on va aller un peu plus dans le détail parce que je voudrais demander à Olivia de poser une petite question. Bonjour Alexandre Melnik. Bonjour Olivia. Pourriez-vous vous présenter votre parcours, puisque Michel a expliqué la richesse et la diversité de votre parcours? Parcours, moi je préfère une trajectoire de vie. Bon, parce que parcours, c'est quelque chose qui nous ramène vers le passé, alors que d'après ma profession aujourd'hui, Michel l'a bien souligné, je suis professeur de géopolitique, de ce qu'on appelle la géopolitique, c'est-à-dire en gros le monde dans sa globalité et la place de chaque individu dans le monde, à travers le monde. Donc aujourd'hui, c'est cela mes activités principales. Je travaille à ICN Business School, qui a 3 campus, à Paris, à Nancy et à Berlin. Et aussi des filiales à Dakar, à Alger, à Shanghai, aux États-Unis, à peu près partout dans le monde. Donc, ma trajectoire de vie, c'est que c'est vrai que j'intègre dans mes enseignements du monde alors un certain nombre d'éléments de mon expérience. J'avais travaillé pendant à peu près 15 ans dans la diplomatie. J'étais d'abord assistant de l'ambassadeur soviétique au début des années 80 à Paris. Donc, j'étais aussi chef de protocole. Après, j'ai travaillé avec Mikhail Gorbatchev de façon plutôt conceptuelle, c'est-à-dire j'avais écrit un certain nombre d'éléments de réflexion pour ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle mentalité internationale. J'étais basé à Moscou au ministère des Affaires étrangères de l'URSS. Et ensuite, en 91, c'est l'année charnière, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique et la réémergence de la Russie. Je suis retourné à Paris en mission, où j'étais attaché de presse de l'ambassade de Russie déjà à Paris. En 1995, j'ai démissionné de la diplomatie parce que ce métier me paraissait un peu trop hiérarchique donc pour ma libre expression. Et après avoir traversé un certain nombre de difficultés qui font partie aussi, Olivia, de ce que vous appelez parcours et moi j'appelle trajectoire de vie, donc je me suis acheminé vers les activités qui sont les miennes aujourd'hui. On voit que donc vous vous êtes beaucoup nourri de cette expérience dans l'histoire pour ce que vous appelez une trajectoire de vie et que donc votre expérience personnelle contribue en permanence à nourrir sans doute votre réflexion, enfin même les deux s'influencent en permanence. Comment voyez-vous la situation de l'Europe à l'heure actuelle ou dans les 20-30 dernières années, vous qui l'avez à la fois vécu et pensé? Votre question, Jérémy, est primordiale, tout simplement parce qu'il y a des valeurs européennes
la liberté individuelle, l'état de droit, auquel je suis profondément attaché à travers toute ma vie. Donc, l'Europe était pour moi une sorte de référence, je dirais presque le phare de ma vie, de ma réflexion, parce que finalement, ça s'additionne, comme vous l'avez dit, l'expérience, le vécu personnel et mes enseignements à travers le monde. Alors après, j'avais aussi travaillé avec Gorbatchev sur ce qu'on appelle aujourd'hui, jusqu'ici d'ailleurs, une maison commune européenne. Donc, c'est-à-dire la tentative de construire une nouvelle vision, un nouveau concept d'Europe, de l'Europe, entre l'Union soviétique à l'époque et aussi, c'est-à-dire le pôle oriental de cette grande Europe et le pôle occidental de l'Europe. Ce projet n'a pas été réalisé parce que l'Union soviétique s'est effondrée, l'Union soviétique a cessé d'exister, mais je crois que l'idée de cette nouvelle Europe, de cette Europe réinitialisée, de cette nouvelle Europe réinitialisée, connectée aux réalités du monde global, interconnecté, interdépendant, instantané du XXIe siècle, cette idée est toujours d'actualité. Donc, comment je vois très rapidement cette situation? Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, en gros, la situation dite occidentale, dont la pierre angulaire, c'était l'Europe, eh bien, a perdu ce que j'appelle le monopole de l'histoire dans le monde du XXIe siècle. Donc, alors, le pivot, le centre de gravité de ce monde du XXIe siècle, multipolaire, multinational, se déplace de plus en plus vers d'autres pôles d'excellence, parmi lesquels, évidemment, il y a l'Asie, mais il n'y a pas que l'Asie, parce que demain, ce sera l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, ce que j'appelle toujours, ce mot fait partie de mon vocabulaire de base géopolitique, réinitialiser la notion même de l'Europe, c'est-à-dire le concept de l'Europe. Réinitialiser le concept de l'Europe, ça veut dire revenir aux sources de l'Europe, l'Europe qui était fondée, enfin la civilisation européenne. Vous voyez, je réponds à votre question, je ne vais même pas évoquer l'Union européenne. Je parle d'abord de la civilisation européenne. Pour moi, il faut faire le distinguo entre les deux. Il y a cette civilisation européenne qui naît à Athènes, qui passait par un certain nombre d'étapes extrêmement glorieuses, comme la démocratie, comme l'état de droit, enfin le droit à Rome, aussi la pensée scolastique du Moyen-Âge, après la Renaissance. La Renaissance, c'était aussi, d'une certaine façon, réinitialisation des fondamentaux européens. Après, c'était évidemment le siècle de Lumière. Après, c'était le 19e siècle où l'Europe était encore aux premières loges, par exemple, de la deuxième révolution industrielle. Après le XXe siècle, c'est-à-dire la guerre froide, la bipolarité du monde, où l'Europe, dans son monde bipolaire, servait d'exemple non seulement pour les Occidentaux, mais aussi pour l'autre côté du monde qui était de l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire le mur de Berlin qui séparait les deux mondes. Et je sais de quoi je parle parce que là, je peux peut-être justement convoquer mon expérience personnelle. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe se retrouve à la croisée des chemins. Donc, c'est-à-dire le projet des fondateurs de l'Union européenne, parmi lesquels je mets toujours en valeur le rôle, à mon avis, pilote de Jean Monnet, j'ai bien dit Jean Monnet. Évidemment, je ne veux pas diminuer, minimiser le rôle d'autres pères fondateurs, mais l'idée, le concept des États-Unis d'Europe venait d'un homme avec un parcours extraordinaire entre les deux rives de l'Atlantique. Eh bien, c'est lui qui avait lancé ce projet. Eh bien, ce projet aujourd'hui atteint ses limites. Donc, dans ce monde global du XXIe siècle que j'ai déjà évoqué, il faut revenir aux sources de l'Europe, réinitialiser ses valeurs européennes et en même temps leur donner un nouveau souffle. Projeter cela vers l'avenir. Et l'avenir du XXIe siècle ne sera jamais la répétition du passé. Donc, il faut réinventer cet avenir à la lumière de nouvelles réalités géopolitiques, parmi lesquelles
évidemment, le plus grand challenge, le plus grand défi, c'est la guerre déclenchée par le régime criminel et mafieux de Poutine contre un pays indépendant, l'Ukraine, qui veut justement s'arrimer, s'ancrer dans les valeurs européennes que nous, les Européens aujourd'hui, je veux dire les Européens qui font partie de l'Union européenne, ont parfois tendance à oublier. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis persuadé que l'Europe, c'est l'Ukraine et l'Ukraine, c'est l'Europe. En quelque sorte, le cœur même de cette nouvelle Europe en tout cas émerge aujourd'hui à travers ce qu'on peut appeler les pays qui étaient longtemps kidnappés par l'histoire, et je utilise cette expression de Milan Kundera, que je considère comme l'un des plus grands écrivains contemporains. Donc l'Europe kidnappée, c'est-à-dire cette Europe qu'on appelle souvent, d'ailleurs continue à appeler de façon très erronée, l'Europe de l'Est. Donc, cette Europe de l'Est qui était kidnappée par quoi? Qui était kidnappée par le communisme. C'est-à-dire pendant à peu près un siècle, peut-être un peu moins dans certains cas, alors cette Europe était complètement ignorée, cette Europe était complètement oubliée, cette Europe, on ne peut pas dire mieux que Kundera, était kidnappée par le communisme, alors que culturellement, c'est l'Europe. Ça fait partie de l'Europe. Il suffit d'aller à Prague, il suffit d'aller à Budapest, il suffit d'aller à Varsovie, etc., pour réaliser que finalement, c'est l'Europe, sauf que cette Europe a été séparée au XXIe siècle. Donc, et l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle, à travers justement la guerre en Ukraine, parce qu'il faut savoir que l'architecture européenne ne sera jamais la même après la fin de cette barbarie, après la fin de cette guerre, eh bien, le centre de gravité se déplace aujourd'hui de plus en plus vers l'Est, et une des pistes de réflexion de cette nouvelle Europe pourrait être la création ou la recréation de ce nouveau projet civilisationnel qui porte ce beau nom, qui attire quasiment le monde entier, c'est l'Europe. Oui, merci Alexandre. Effectivement, il y a un maître mot dans ce que vous venez de dire qui est réinitialiser. Nous sommes dans une phase de changement de paradigme profond. On viendra sur le terrible conflit ukrainien un peu après. Mais vous avez mis en évidence les initiatives, c'était un autre contexte, mais il n'y a pas si longtemps, de Gorbatchev avec la maison commune. Oui, c'était important. Alors on parle actuellement, il y a certains politiques en Europe qui définissent, enfin qui voudraient travailler dans la direction d'une communauté politique européenne. 46 pays qui ont été réunis. Ça ne se fera pas contre l'Union européenne. L'Union européenne, il y a des insuffisances, etc. Nous le savons très bien. Mais il y a un potentiel d'intégration, de travail en commun qui est très, très important. En fait, avec le conseil scientifique, nous étions ensemble devant la statue de Victor Hugo à la Sorbonne. Oui. Victor Hugo qui, en 1849, a fait un magnifique discours sur la paix et les États-Unis d'Europe. C'est un discours fondateur, mais après ce discours fondateur, nous avons eu la guerre de 70, nous sur le continent européen, la guerre de 14, la guerre de 39, etc. Donc on n'a pas encore réussi ce rêve. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le réussir, oui, pour réinitialiser l'Europe? Quels sont les efforts nécessaires? Et c'est quelque chose qui, pour nous, fédéralistes, c'est une réflexion qui est très, très importante dans le contexte actuel. Oui, vous avez employé le mot fédéralisme. C'est un mot, évidemment, qui fait partie du vocabulaire de base de notre association, mais aussi c'est un mot qui est extrêmement important pour le concept d'humanisme de façon générale. C'est-à-dire, pour moi, le fédéralisme, c'est plutôt une aspiration éternelle des êtres humains à vivre ensemble en partageant un certain nombre de valeurs et aussi pour construire la paix. Voilà. Donc, c'est-à-dire dépasser les frontières et les cloisons, que ce soit les frontières et cloisons en termes de géographie et aussi en termes de mentalité. Donc, les cloisons, dépasser, transcender ces cloisons pour aller vers l'humain.
Et l'humain, quelle que soit la géolocalisation des humains, il a toujours, l'humain, cette aspiration au bonheur que j'évoque toujours très souvent, notamment le concept de Thomas Jefferson dans la mise en place de la Constitution américaine, la poursuite du bonheur. Donc, pour répondre de façon philosophique, ontologique à votre question, je voudrais bien peut-être souligner ce facteur que nous devons réveiller cette aspiration finalement au bonheur, cette aspiration à l'effacement des frontières géographiques et mentales à travers les valeurs, je répète une fois de plus ce mot, les valeurs qui sont à l'origine de ce formidable projet européen, c'est-à-dire la réinitialisation de l'Europe au XXIe siècle ne passerait pas, à mon avis, par des réformes qui deviennent souvent des réformettes à l'intérieur d'une institution qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne. Et souvent, on constate que cette institution est devenue un peu trop bureaucratique, un peu trop lente, alors qu'on vit dans un monde de plus en plus rapide et instantané. Mais la réinitialisation passera par la vision, une certaine vision, j'oserais dire holistique, c'est-à-dire multidisciplinaire, pluridisciplinaire de l'Europe, d'une nouvelle Europe basée sur les valeurs. Et permettez-moi de les récapituler une fois de plus, parce qu'il ne s'agit pas des éléments de langage, mais il s'agit, en tout cas dans mon cas, de quelque chose qui engage toute ma trajectoire de vie et me donne du sens finalement, donne un sens à ma vie, c'est-à-dire d'abord la liberté individuelle, que chaque individu naît pour être libre. Donc ça, c'est la réinitialisation des valeurs de la Renaissance et surtout des Lumières, évidemment, des philosophes de Lumière. Ensuite, c'est la force de l'État, de la force de la loi, et pas la loi de la force, parce que la loi de la force débouche sur la jungle, et la jungle, c'est toujours synonyme de guerre. Alors que la force de la loi, c'est-à-dire les règles du jeu qui sont communes, transparentes et qui sont appliquées par tout le monde, ce n'est pas la garantie de la paix, mais en tout cas, c'est une plateforme qui permet de construire, bâtir une civilisation plutôt pacifiée, civilisée et tournée vers le bien-être. Donc, réinitialisation, ces valeurs initiales de l'Europe, pour moi, c'est la réinitialisation, ces valeurs, et aussi se tourner vers une nouvelle génération. Ça, de par ma profession, je suis au contact de jeunes générations, ce qui fait peut-être ma particularité par rapport à d'autres experts qui s'expriment sur les ondes, c'est que tous les jours, je suis au contact de jeunes qui appartiennent à l'avenir. C'est-à-dire, ce sont les jeunes, d'abord, ils sont très ouverts d'esprit, mais souvent, ils sont complètement perdus dans le monde où tout se chevauche. Toutes les informations, les fake news, les news, la vérité, les contre-vérités, etc. Donc, et la réinitialisation de ce projet européen passera par ces valeurs, liberté, la force de la loi, la dignité humaine, et permettez-moi peut-être en utilisant une phrase ou un concept qui peut paraître un peu décalé, mais qui ne l'est pas à mes yeux, le sens de la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens s'interrogent partout, en Asie, en Afrique, en Russie, en Ukraine, en Chine, etc. L'interrogation la plus profonde que je ressens de la part de tous mes étudiants, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, etc., eh bien, c'est cette aspiration à donner un sens à sa propre vie qui passe tellement vite, qui est une petite parenthèse entre la naissance et la mort. Et l'Europe, justement, avec son socle de valeurs, pourrait être extrêmement importante pour donner ce sens à la vie et donner le sens de la vie noble, c'est-à-dire permettre de vivre en concordance avec sa conscience et construire la paix au lieu d'essayer de détruire quelque chose. Pas la destruction, mais la construction de quelque chose. Donc, évidemment, ça implique une énorme
une énorme réforme des institutions européennes qui existent aujourd'hui et qui, à mon avis, sont complètement dépassées aujourd'hui par la marche de l'histoire. Ces institutions européennes étaient formidables, elles étaient magnifiques, elles ont permis d'éviter le pire, en tout cas pendant la guerre froide. Et ces institutions ont été fondées juste après la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, mais aujourd'hui, tout change dans la vie. Tout le monde voudrait être jeune, avoir l'âge de 20 ans, revenir en enfance, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut vivre à l'unisson avec son temps. Et le temps du XXIe siècle, ce que j'appelle le plus grand paradigme civilisationnel depuis sans doute le début de l'humanité, il faut complètement refonder le concept de l'Europe, complètement refonder cette vision des institutions et les connecter ou reconnecter à la marche du monde du XXIe siècle, où, je répète, la civilisation occidentale, qui est partie évidemment sur le socle européen, aujourd'hui perd du terrain. Donc aujourd'hui, par exemple, être de plus en plus moderne, ça ne veut pas dire être de plus en plus occidental. Pas du tout. Il suffit de voyager dans le monde, en Chine, dans les pays du Golfe, etc., pour s'apercevoir que la modernisation aujourd'hui ne rime pas forcément avec l'occidentalisation. Est-ce que ça veut dire que l'Occident finalement, on s'approche de la fin de cette civilisation? Je ne pense pas du tout. Parce qu'en fait, il s'agit toujours de cette possibilité, Michel, que nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, de la renaissance. Ce que je préconise aujourd'hui dans toutes mes réflexions, dans toutes mes actions, dans toutes mes interactions avec les jeunes générations à qui appartient l'avenir, c'est la nouvelle, ni plus ni moins, parce que je comprends que c'est un projet extrêmement ambitieux. Mais pourquoi cette renaissance de l'Europe était-elle possible au XVe siècle, après une période extrêmement dure et sombre, c'est-à-dire le Moyen-Âge? Et pourquoi cela serait-il impossible aujourd'hui dans le monde du XXIe siècle, où nous avons tous les moyens technologiques nécessaires qui peuvent régler beaucoup de problèmes beaucoup plus vite que ce n'était pas le cas auparavant. Donc moi, je crois et je préconise la nouvelle renaissance européenne. Et cette nouvelle renaissance européenne passera évidemment par l'effacement géographique et mental des frontières, si vous voulez appeler ça le fédéralisme, donc pourquoi pas. J'appelle ça peut-être universalisme, mais enfin, ce sont deux synonymes pour moi. Non, merci Alexandre. Ce que vous venez de dire me fait penser en fait à Albert Camus et le rocher du mythe de Sisyphe. Hein, oui. C'est l'eau marin. Vous connaissez, Michel, mon attachement à Albert Camus. Exactement. Alors moi, ce que je voulais dire, on est bien d'accord avec ce que je viens d'entendre. Ce processus européen qui n'a pas été toujours positif dans le passé, hein, au niveau des guerres, des génocides, enfin, etc. Depuis 75 ans, on essaye de faire mieux, mais trop timidement, parce qu'on le voit qu'avec ce qui se passe au niveau mondial, on est loin d'arriver à cet idéal et au message que l'on devrait donner. Alors, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Oui. Non, d'abord, il n'est jamais trop tard, Michel. Là, tant que le corps bat, tant qu'on est vivant, il n'est jamais trop tard. Mais ce que vous avez dit, c'est très juste, parce qu'en fait, dans ce monde que j'ai déjà évoqué, quelques paramètres de ce monde, et le global, multipolaire, etc., c'est la rapidité, l'instantanéité des réactions, et non seulement des réactions, mais de proactivité qui devient décisive. Malheureusement, aujourd'hui, l'Europe est devenue synonyme de lenteur décisionnelle. Lenteur décisionnelle, c'est aussi une sorte de procrastinisation, c'est-à-dire on procrastine alors que les rivaux, les concurrents et souvent les ennemis se trouvent dans l'action. Donc, il faut reprendre l'initiative avec des projets proactifs. Et le rôle du conseil scientifique des fédéralismes pourrait être extrêmement important parce que moi, je le vois justement en tant que think tank. Et dans think tank, c'est une expression relativement nouvelle, toujours en France, mais aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, c'est complètement banal. Ça veut dire quoi finalement? Think, ça veut dire réflexion, c'est-à-dire il faut engager une nouvelle réflexion disruptive. C'est pas les banalités,
c'est pas les éléments de langage qu'il faut rabâcher. Non, pas du tout. Il faut une vraie réflexion à la Jean Monnet, je dirais, donc qui casse complètement les codes. Mais think tank, et c'est le rôle aussi, enfin une partie de la vocation du conseil scientifique tel que je le conçois, c'est pas seulement une réflexion, mais c'est aussi l'action. C'est-à-dire think tank, c'est à l'intersection des deux. C'est-à-dire d'un côté, il y a une réflexion extrêmement profonde, et de l'autre côté, il y a la passerelle qui nous amène aux actions concrètes, avec des jeunes justement, donc à qui appartient l'avenir. Et cette action et réflexion doivent aller ensemble. Ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, parce qu'aujourd'hui, souvent, l'action et la réflexion, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux rives du même fleuve qui ne se rencontrent plus. Alors que moi, je préconise justement la jonction, la convergence, la confluence de ces deux volets de l'existence humaine, c'est-à-dire la réflexion. Mais je répète une fois de plus, souvent quand on dit réflexion en France, on retombe dans le piège des banalités et je dirais presque des choses, trop de convenances pèsent aujourd'hui en France sur nous, trop de pesanteur, complément de politesse, etc. C'est formidable, sauf que ça nous bloque. Il faut se libérer de cette espèce de camisole de force donc, que nous avons endossé nous-mêmes depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles, aller à l'essentiel, aller à l'authenticité, aller à la sincérité, permettez-moi l'expression, se lâcher finalement dans notre réflexion. Et de l'autre côté, avoir toujours cette feuille de route. Comment peut-on passer de la réflexion à l'action? Ne pas se contenter de cette réflexion, mais aussi créer cette dynamique de l'action. Voilà, c'est ça l'objectif, à mon avis, de conseil scientifique et aussi, de façon plus générale, de la réinitialisation européenne au XXIe siècle. Non, mais merci Alexandre pour ces réflexions. Effectivement, les jeunes, la jeunesse, etc., c'est ce qui devrait nous pousser à… Maintenant, il y a des forces centrifuges. Oui. Le nationalisme, enfin, le repli sur soi, enfin, etc., qui n'est pas seulement sur notre continent, qui n'est pas seulement en France, que l'on retrouve ailleurs. Donc c'est un combat nécessaire, mais un combat difficile. Tout ce qui est difficile donne du sens, ça s'appelle challenge et c'est formidable. On a oublié aussi que ce qui est difficile, c'est important, c'est nécessaire. Donc, jamais choisir la solution de facilité. Évidemment, ce que vous avez évoqué, le nationalisme. Le nationalisme, pour moi, c'est aussi presque un dernier combat du communisme, un combat post-mortem de communisme qui n'avait jamais été jugé et très paradoxalement, la chute du communisme débouche sur le nationalisme dans beaucoup de pays. Paradoxalement aussi, parce qu'on vit d'un côté dans un monde de plus en plus globalisé, au sens que le clic, le digital ne connaît pas les frontières, et tout le monde aujourd'hui communique aujourd'hui avec le clic, mais de l'autre côté, on constate cette espèce de repli sur soi. Donc, et ce repli sur soi, à mon avis, explique justement le manque de critères et de valeurs et de repères au XXIe siècle. C'est-à-dire, c'est presque un aveu de faiblesse de l'humanité nationalisme et aussi, évidemment, nationalisme, comme disait François Mitterrand, que j'avais eu la chance de rencontrer plusieurs fois dans le cadre de mes activités diplomatiques. Nationalisme, c'est la guerre. Nationalisme, c'est la guerre et l'universalisme ou le fédéralisme, c'est une base de construction de la paix. Donc, c'est-à-dire, on bascule aujourd'hui entre le nationalisme, c'est-à-dire finalement, sous prétexte d'aimer sa propre patrie, c'est le rejet des autres, parce que le nationalisme est souvent synonyme de chauvinisme et aimer sa propre patrie, évidemment, c'est bien, mais sauf que ça rime souvent avec le rejet des autres. Et de l'autre côté, il y a cette aspiration, un tropisme universaliste qui est profondément ancré dans l'ADN de l'humanité, c'est-à-dire dépasser les frontières nationales et interpeller, convoquer l'humain chez l'humain. Voilà, donc l'Europe, une fois de plus, pourrait être un formidable exemple de l'humain chez l'humain. Merci Alexandre.
Patriotisme, nationalisme, moi ça me fait penser à Romain Gary. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Qui est, Excellent personnage. effectivement, Quelle trajectoire de vie. Lui, il voilà, n'a pas eu de parcours. Hein. voilà, Quel et parcours? qui C'est-à-dire, faisait il était diplomate, aller-retour entre la littérature, la philosophie, et surtout, c'était un homme qui respirait la vie à plein poumon. C'est ça qui est important. De quel parcours peut-on parler dans ces conditions? Jetons aux orties ce mot parcours, revalorisons les trajectoires de vie, c'est-à-dire la vie authentique, la vie, quand on aime la vie, on ne pense pas à la carrière. Aujourd'hui, quelle carrière aujourd'hui? Il n'y a plus de carrière linéaire. Donc, on est amené à changer non seulement de carrière, mais je veux dire de vie au cours de notre vie. Donc, et Romain Gary, merci Michel, vous citez toujours des exemples qui m'interpellent, qui me parlent. C'était Albert Camus, oui, on cite toujours donc Jean Monnet, et oui. ben là, c'est Romain Gary, évidemment, formidable exemple. Voilà, Romain Gary faisait la nuance importante entre patriotisme et nationalisme. Bien sûr. Nationalisme, c'est la haine des autres. Oui, Là, voilà. bien Alors, ça nous amène à ce qui se passe malheureusement sur notre continent, Alexandre, que vous connaissez mieux que quiconque, hein, le conflit ukrainien, oui, qui est un peu le fruit aussi d'un nationalisme obtus, oui. il n'y a pas que le nationalisme, il y a aussi. C'est une partie du problème. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Bien sûr. Alors, quelques mots sur sur le conflit ukrainien. On ne sait pas comment ça va se terminer. On connaît l'horreur de la guerre, ça c'est évident. Oui. Ben, Michel, vous êtes très bien placé pour savoir que ma position de principe concernant je n'emploie pas le mot conflit, j'emploie le mot la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, et non seulement l'Ukraine contre les valeurs européennes et du monde libre, eh bien, ma position n'a pas changé depuis le conflit, depuis le début, pardon, depuis la guerre. Moi, je considère d'abord qu'il s'agit d'un énorme point de bascule de l'histoire, tout à fait comparable avec la chute du mur de Berlin, par exemple. Donc, c'est-à-dire, c'est une nouvelle page de l'histoire universelle qui est en train de s'écrire. Il y a un avant et un après. Donc, le 24 février dernier, c'est-à-dire le jour où la Russie a déclenché cette guerre en Ukraine, marque le point charnière tournant de l'histoire. L'entière responsabilité de cette guerre incombe au régime criminel de Poutine, tout simplement parce qu'il a violé, c'est un violeur, il a violé ce qu'on appelle communément la loi internationale, parce que l'Ukraine, c'est un pays qui était reconnu par la loi internationale depuis l'effondrement de l'Union soviétique en tant que pays indépendant. D'ailleurs, la Russie elle-même l'avait reconnu, donc c'est une violation de la loi internationale de façon, on ne peut même pas imaginer plus flagrante. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de, là je peux employer le mot conflit à travers de l'histoire, où le bien et le mal sont tellement clairs. C'est-à-dire, évidemment, c'est la Russie qui porte l'entière responsabilité. Après, je ferai le distinguo entre le régime de Poutine, et moi, je considère, connaissant quand même la réalité, quelques réalités et histoires de ce pays, qu'il s'agit dans une large mesure, évidemment, ça ne se limite pas à ça, mais dans une très large mesure, il s'agit de la guerre d'un seul homme qui a d'abord usurpé le pouvoir dans son pays, après zombifié son pays, et après lancé son peuple zombifié dans une sorte de folie meurtrière, et qui est aussi d'ailleurs suicidaire pour son propre pays. Voilà. Donc, au début, évidemment, le but de Poutine, peut-être je dirais aussi un mot que pour moi, cette guerre, c'est-à-dire l'agressivité de Poutine, était déjà dans l'ADN de son ADN, était déjà dans son ADN du pouvoir, c'est-à-dire dès
dès qu'il est arrivé au pouvoir, il suffit de lire les articles que j'avais écrits à cette époque-là, j'étais persuadé, pour reprendre l'expression de Jean Jaurès, que comme la portée comme la nuée porte le nuage, eh bien, le régime répressif et liberticide de Poutine a donc porté déjà les germes de cette guerre. Donc après, on a favorisé, nous les Occidentaux, nous les Européens, nous avons favorisé en quelque sorte, est-ce que c'était volontaire ou involontaire, je n'en sais rien, cette dérive autoritaire annonciatrice d'une guerre de Poutine quand on a complètement fermé les yeux sur l'annexion de plusieurs provinces géorgiennes, après incroyable acte de violation de la loi internationale en 2014, annexion d'une partie d'un pays indépendant, je parle de la Crimée, c'est-à-dire en quelque sorte Poutine, il se nourrit comme un ogre qui se nourrit de sang. Poutine se nourrit aussi de faiblesses occidentales, de faiblesses européennes. C'est pour ça que je préconise la position extrêmement ferme de la civilisation occidentale. C'est-à-dire, pour moi, la seule solution aujourd'hui, c'est la solidarité, c'est l'union sans faille, l'union transatlantique. Et c'est aussi la réinitialisation, le mot que je prononce souvent, des valeurs européennes, parce que l'Amérique, et malheureusement on n'a pas le temps d'évoquer l'anti-américanisme en France, et ça fait partie aussi de mes sujets de prédilection, parce que je considère l'anti-américanisme extrêmement prégnant en France et contre-productif pour le développement de ce pays, mais enfin c'est peut-être l'heure de vérité, il faut choisir son camp, il faut se rappeler justement des valeurs que nous unissent, c'est-à-dire les deux rives atlantiques. Et juste pour dire un mot sur la situation actuelle, parce qu'on est le 3 ou le 4 février, je ne me rappelle plus, le 4, je crois, donc février, eh bien, aujourd'hui, après avoir essayé de prendre d'assaut Kiev, c'était ça au départ l'objectif initial de Poutine, et là, lamentablement, échoué. Donc, il a découvert l'existence de l'Ukraine, Poutine, il a découvert aussi l'existence des Occidentaux. Donc, ce qui l'a quand même beaucoup surpris. Aujourd'hui, la situation est gelée. C'est-à-dire le front, quand on regarde la situation sur le front, on constate qu'il n'y a plus de dynamique, ni de part ni d'autre. C'est-à-dire il y a peut-être un versement de courbe ces derniers temps, les Russes qui essaient de reprendre l'initiative. Mais ils essaient de reprendre l'initiative grâce à la massification de l'armée, parce que je suis persuadé qu'une prochaine mobilisation est déjà imminente, et aussi avec le mépris de la vie humaine. On a vu, par exemple, Wagner, ou même l'armée régulière russe, qui jette dans le brasier en chair à canon des vies humaines. Donc, et là aussi, c'est aussi un moteur de cette soi-disant dynamique russe actuelle, et aussi cet élan patriotique que Poutine essaie de créer à tout prix. Mais finalement, cette dynamique russe aujourd'hui me paraît extrêmement fragile. C'est un colosse au pied d'argile, ou un peu le village Potemkin, pour reprendre l'exemple de l'histoire de la Russie. Et notre stratégie, la stratégie occidentale aujourd'hui est très, très hésitante, très hésitante. C'est-à-dire, moi, je regrette, je ne vais pas employer tout de suite le mot lâcheté, etc., les grands mots qui ne signifient finalement rien, donc, mais une sorte de pusillanimité, pour reprendre le mot qui nous ramène au vocabulaire de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout l'ignorance de la vraie nature du régime de Poutine. Parce que moi, je suis persuadé que tant que ce régime continuera à exister à Moscou, la guerre, la guerre non seulement contre l'Ukraine, mais la guerre contre l'Europe, la guerre contre l'Occident, cette guerre-là sera condamnée à durer. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Finalement, comment on fait aujourd'hui en Occident de façon générale? Yeah, of course, pardon. Donc, il faut aider l'Ukraine, il faut aider l'Ukraine à se défendre. Donc, ça, il y a un consensus total des Occidentaux. Mais après, il y a des divergences. Est-ce qu'il faut faire perdre la Russie? Comment peut-on faire gagner l'Ukraine aujourd'hui sans pour autant faire perdre la Russie? Mais ce n'est pas la Russie, c'est le régime
de Poutine. Donc, parce qu'on confond complètement tout dans notre vision de la Russie. On confond le tsarisme, les soviets, époque de perestroïka, Yeltsin, Poutine, comme si c'était une Russie éternelle, alors qu'il y a quand même des changements de régime. Et donc, le régime de Poutine n'est pas, par définition, comme aucun autre régime politique, n'est pas éternel. Donc, il faut miser sur une défaite militaire de la Russie. Cette défaite militaire doit être extrêmement claire et nette. Et nous avons les moyens aujourd'hui. C'est ça aussi la problématique. Nous avons les moyens, mais nous hésitons toujours à les employer. Donc, il faut une défaite militaire du régime de Poutine, ce qui ne veut pas dire, à mon avis, l'effondrement de la Russie en tant que pays. Parce qu'au contraire, l'effondrement du régime de Poutine, pour moi, ce serait une espèce de libération de la Russie par rapport à cette dictature qui se révèle aujourd'hui suicidaire pour ce pays qui est un grand pays du monde. Il ne faut jamais désespérer d'aucun pays, il ne faut jamais désespérer d'aucun peuple. Donc, toujours aller jusqu'au bout de nos valeurs, avoir ce courage d'être nous-mêmes, hein, parce que là, ça nous ramène justement à notre discussion sur les valeurs européennes, et donc toujours être conscient de nos propres valeurs, parmi lesquelles la liberté individuelle, la démocratie et la prédominance de la loi. Pour moi, ce sont des valeurs essentielles. Alexandre, tout à fait d'accord, bien sûr. Vous avez mis en évidence qu'il s'agit d'un combat civilisationnel, oui, au niveau des valeurs. Pendant longtemps, moi, j'ai entendu au niveau de l'Europe qu'il y avait Europe fatigue. Oui. Il y a aussi démocratie fatigue. Oui. Il y a un certain nombre de choses et un certain nombre de forces centrifuges qui contrarient tout ça. Oui. Il faut travailler au niveau des jeunes, il faut travailler au niveau des citoyens. Bien sûr. Mais c'est ça notre objectif aussi. Notre objectif, nous sommes ensemble ici pour planter des graines et aussi pour combattre cette espèce de fatigue, cette espèce de lassitude qui gagne aujourd'hui le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à s'habituer à nos zones de confort, à nos polémiques finalement microscopiques et ne pas avoir cette vision du monde qui donne du sens à nos vies. Donc, c'est pour ça que cette guerre pourrait être un électrochoc, piqûre de rappel de ces valeurs. Il nous permettrait à chacun de nous, quel que soit notre âge d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour sortir de la fatigue. On peut être vieux à 20 ans et on peut être jeune à 90 ans. Donc, c'est-à-dire toujours se remettre en cause et comprendre que finalement, c'est le combat civilisationnel, comme vous l'avez dit, qui se déroule actuellement bien au-delà d'un conflit, enfin bon, un conflit entre guillemets, entre deux pays slaves qui sont soi-disant très loin par rapport à nous, mais il faut quand même rappeler que, par exemple, l'Ukraine a déjà cette aspiration à l'Europe pratiquement depuis le début de l'existence de ce pays, que ce pays avait déjà existé, l'Ukraine, l'identité ukrainienne est plus ancienne que l'identité russe, et après, peut-être progressivement, viendra le temps de rebâtir vraiment une grande Europe avec l'implication de la Russie. Et à ce moment-là, peut-être ce concept de Gorbatchev, qui était partagé par Mitterrand, c'est-à-dire maison commune européenne, pourrait reprendre vie et souffle, mais à condition que les pays qui font partie de ce projet-là partagent les mêmes valeurs fondamentales, ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Union soviétique, hein, parce que c'était quand même le communisme, mais le communisme n'existe plus, remplacé par le nationalisme de Poutine, et donc après l'effondrement de ce régime, moi je considère qu'il faut sortir aussi de la peur, il faut cesser de trembler devant Poutine, comme si c'était quelqu'un qui est armé du gourdin nucléaire pourrait finalement détruire notre civilisation. Ce régime est faible de l'intérieur, parce qu'il est basé sur le mensonge, il est basé sur la peur. Les Russes aujourd'hui sont inhibés par la peur. Il faut les sortir, arracher à cette peur, éradiquer la peur et donner une perspective. Une perspective, quelle perspective? Perspective européenne. Perspective européenne, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à travers l'histoire, évidemment de l'Ukraine, mais aussi à travers de l'histoire de la Russie, ce tropisme européen était toujours présent.
Parce qu'en Russie, il y avait toujours ce clivage qui passait entre les slavophiles, c'est-à-dire qui préconisaient la particularité, la soi-disant exceptionnalité de la civilisation russe, et de l'autre côté, il y avait toujours ce courant des Occidentaux à Russie qui disent mais non, la Russie, intrinsèquement, c'est un pays européen, c'est notre aspiration. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les Russes qui avaient déjà immigré, qui ont quitté la Russie, il y a quand même un énorme exode aujourd'hui, plus de millions de personnes. C'est plus d'ailleurs important que l'exode en 1917, après la révolution bolchevique. Eh bien, ce sont des gens qui sont européens. Quand j'interviens sur le plateau LCI et quand il y a des journalistes russes de la radio Écho de Moscou qui participent au débat, parfois il faut se penser pour comprendre qu'il ne s'agit pas des Français. Ils parlent d'abord formidablement bien français, ils sont formidablement bien intégrés dans la civilisation et culture européenne, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des Russes qui sont privés d'avenir par leurs dirigeants. Donc, dans cette espèce de système autoritaire où il y avait une sorte de simulacre d'élection, mais sans aucun débat contradictoire et sans aucune opposition qui était complètement laminée. Donc, il faut planter des graines. Et quand je dis planter des graines, je parle une fois de plus des graines de la connaissance du savoir et des valeurs d'inspiration européenne. Il ne faut jamais désespérer de la Russie non plus, mais pas la Russie de Poutine, la Russie d'après. Merci Alexandre, on arrive au terme de cet entretien passionnant. Planter des graines, on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Et puis aussi le message que vous avez donné, moi je le sens comme un message délibérément fédéraliste, hein, oui, et c'est très bien. Oui, tout à fait. Tout à voilà, fait. exactement. Je suis heureux d'être avec voilà. vous, parmi vous, et apporter ma modeste contribution au débat et aux actions, bien entendu. Alors, nous allons continuer notre travail en commun, planter cette graine avec le conseil scientifique de l'Union des fédéralistes. En tout cas, un grand merci pour cet entretien et à très bientôt. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Olivia. Merci beaucoup, Jérémy. Et donc, bonne chance à nous tous. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.